Donc, Aguelinman, ayant vu que la CRIRAD travaillait sur les mines d'uranium en France, l'ayant vu sur Internet, prend contact avec nous en 2002, et il va nous falloir à peu près un an pour trouver des moyens financiers pour monter une mission sur place. Mission qui est prévue pour avoir lieu et qui aura lieu en décembre 2003. Alors, quelques jours, on devait décoller, si je me souviens bien, un lundi. Le samedi matin, Mustapha me téléphone en disant qu'il a été convoqué par les compagnies minières dans le bureau du préfet de nuit et que les compagnies lui demandent instamment d'annuler la mission de la CRIRAD. Donc il nous appelle en nous disant ça, et on en discute tous ensemble, et on est d'accord pour quand même prendre le risque de maintenir la mission. Ce que l'on va faire, alors donc c'est une mission semi-officielle dans le sens où on ne s'est pas caché, c'est-à-dire qu'on avait des visas déclarés, CRIRAD. On n'a pas dit qu'on allait faire des mesures, on a dit qu'on allait faire de la formation sur la connaissance de la radioactivité et de l'environnement. Et Al-Mustafa nous avait dit que de toute façon, les compagnies avaient vraiment, lui avaient fait comprendre que ça servait pratiquement à rien qu'on vienne parce qu'elles auraient les moyens de nous empêcher de travailler. Et c'est ce qui s'est plus ou moins passé, puisque à l'atterrissage à Niamey, la capitale du Niger, nous avons été les seuls passagers qui ont été fouillés, et nos appareils professionnels, nos compteurs Gégère ont été confisqués, sauf de petits compteurs qui ressemblent un peu à celui-là, qui, vous voyez, sont tout petits. On pourrait croire que c'est un portable, on en avait 3. Et ça, disons, les douaniers ou les inspecteurs ne les ont pas trouvés. Donc on a pu quand même aller dans la zone des mines avec ces appareils. Alors on a passé 3 ou 4 jours à Niamey à essayer de récupérer nos appareils professionnels. On a rencontré l'ambassadeur de France, on a rencontré ici, vous avez une photo en bas à gauche, un ministre, j'ai flouté son visage dans son intérêt. On a rencontré des gens, des fonctionnaires du ministère des Mines. En gros, ce qui était assez amusant, c'est que le discours qu'ils nous ont tous tenu, sans nous donner des éléments très précis, c'était « dites-vous bien que si vous avez des problèmes ici, c'est en France qu'il faut que vous cherchiez les responsabilités ». Ça voulait dire clairement, c'est Areva qui a bloqué vos appareils. Et on a su après, je ne peux pas donner les références, mais que vraiment les gens qui ont bloqué nos appareils avaient des consignes. Donc on n'a pas été fouillés au hasard, c'était vraiment une volonté délibérée. Donc on a beaucoup hésité à rentrer en France ou à aller quand même à Arlit, puisqu'il nous restait finalement, pour être efficace sur Arlit, qu'une journée et demie. On a quand même décidé d'y aller, ne serait-ce que pour faire connaissance avec l'association Aguelinman. Mais dans le temps qu'on a passé à Niamey, une chose que je veux vous signaler quand même, c'est qu'on a visité ici le Centre national de radioprotection de Niamey, la capitale du Niger. Et vous avez sur l'image un spectromètre gamma, c'est une machine qui permet de mesurer la radioactivité dans des échantillons. C'est le seul appareil dont disposait ce laboratoire. Il leur avait été fourni par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et d'après ce qu'ils nous ont dit, il n'a pratiquement jamais fonctionné, parce que pratiquement dès la livraison, un fil électrique était cassé ou ne fonctionnait pas. Donc c'est un appareil qui n'a pas servi. Et ce qui est choquant, c'est que le Centre national de radioprotection, ce qui en France serait le SCPRI, si vous vous en souvenez pour Tchernobyl, cet organisme n'a manifestement pas les moyens techniques de faire des contrôles, qu'ils soient indépendants ou pas, les moyens de faire des contrôles. Donc, malgré tout, on a décidé de quitter Niamey en voiture, en jeep, pour se rendre dans la zone d'Arlit. C'est un voyage qui dure une journée et demie, pratiquement, sans s'arrêter, disons. Et on a pu travailler une journée et demie dans la zone d'Arlit. Travailler, ça veut dire à la fois donner des informations à Aguelinman, leur donner des compteurs Gégère, leur donner des appareils de mesure, grand public, puisque les appareils professionnels avaient été confisqués, leur donner des informations sur l'uranium, sa dangerosité, parce que bien souvent, plus vous travaillez dans l'uranium, presque moins vous connaissez la dangerosité de l'uranium, parce que vous baignez en permanence dans un discours lénifiant sur le fait que c'est naturel et que donc c'est pas dangereux. Et puis évidemment, on a aussi recueilli beaucoup d'informations de la part d'Aguelinman sur la vie de la population, sur la situation dans les mines. Donc ici, ou sur les photos, on est en train par exemple de faire des mesures sur le sable avec le petit compteur Gégère et de discuter des résultats avec M. Mustapha Alassane. Donc première découverte, entre guillemets, de cette mission très courte sur place, un jour et demi, c'est vraiment très court, quand on voit l'immensité de ces sites. Première découverte, c'est la radioactivité des ferrailles.
Donc avec le tout petit compteur GGR qui n'est vraiment pas un appareil hypersensible parce qu'il est tout petit, on a pris au hasard le premier tas de ferraille du premier ferrailleur venu dans les rues d'Arlit et on a mesuré un niveau de rayonnement 10 fois supérieur à la normale sur une ferraille que vous avez ici. Donc on a prélevé, vous voyez la tache jaune, on a prélevé un petit morceau du tartre qui était à l'intérieur de cette ferraille, on l'a ramené en France au laboratoire à Valence pour l'analyser. Donc c'est un matériau qui est vraiment très contaminé, pour ceux à qui ça parle. Il y a 240 000 becquerels par kilo en radium. On peut dire qu'à partir de 10 000 becquerels par kilo, on peut commencer à parler d'un déchet radioactif. Et là, en l'occurrence, on est dans un déchet, on peut parler vraiment d'un déchet radioactif, en plus à période longue. Ce qui est particulièrement problématique, c'est que ces ferrailles sont utilisées, alors pas forcément celles-là, mais en tout cas les ferrailles sont utilisées en Afrique évidemment, et c'est le cas à Arlit, pour faire de tout, pour faire des ustensiles de cuisine. Vous avez ici la maison en fût écrasé d'un travailleur, d'après Al-Mustafa, c'est la cabane, le cabanon d'un travailleur d'Areva à Arlit. Donc ça, pour en parler peut-être de façon plus vivante, je vais vous montrer quelques extraits de deux films, à la fois un extrait du film. On a été accompagné pendant cette mission par un caméraman dans le cadre d'un film qui a été financé par Paul Lannoy. Paul Lannoy, c'est un ancien député vert au Parlement européen qui a produit un film sur le nucléaire, donc sur l'uranium, et le caméraman Dominique Berger nous a suivis. Je vais vous en montrer un tout petit extrait. Tel objet, un tuyau, telle longueur, c'est quoi? C'est une pompe, c'est un tuyau. J'ai mesuré telle valeur contre l'objet, j'ai mesuré à 50 cm, j'ai mesuré à 1 mètre. Vous nous envoyez les chiffres. Après, ensemble, on peut interpréter les résultats. Je suis en train de mesurer discrètement le rayonnement GABA qu'émettent ces ferrailles. Elles sont manifestement contaminées puisque j'ai un niveau de radiation 10 fois supérieur à la normale. Ou alors on en choisit un et on l'achète. Hein? 118, c'est quoi? Attends, est-ce que c'est celui-là? Je continue à faire le tour quand même. Ouais. Je disais que je commençais par cette matière jaunâtre qui était au bord, là, parce que c'est probablement de l'uranate. Donc ce qu'on appelle vulgairement ce qui devient du yellow cake, quoi. Ça a toujours une couleur jaune après. Souvent. On a une matière qui est jaune et noire. Alors je sais que le minerai ici est plutôt gris-noir. À notre avis, sans avoir fait une étude très poussée, il paraît évident qu'il y a des améliorations minimales à faire ici. Tout simplement, par exemple, cesser de laisser sortir des ferrailles contaminées de ces usines et les distribuer, les laisser sortir ici dans le village. Tout un chacun peut acheter des ferrailles contaminées pour construire sa maison. Pour faire... Donc pendant le tournage, vous avez vu qu'on était un petit peu stressé, c'est parce qu'en fait, on était suivi par un 4x4 et Al-Mustafa, à la scène, nous a mis la pression parce qu'il avait vraiment le sentiment qu'on était espionnés, qu'on allait nous empêcher de faire notre boulot. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait dans des conditions un peu, disons, pas vraiment sereines. Par rapport à ce que disait mon collègue dans le film, c'est pas de l'uranate, malgré la couleur jaune, c'est vraiment, l'analyse au labo l'a montré, du résidu d'extraction de l'uranium, c'est-à-dire c'est le liquide contaminé qui sort de l'usine où, après avoir broyé le minerai, ce minerai est attaqué à l'acide pour extraire le métal radioactif uranium. Et si le métal est extrait et sert à faire le yellow cake, il va rester à la sortie de l'usine des bouts radioactifs qui s'appellent les résidus d'extraction de l'uranium, et dans lesquels, s'il n'y a plus beaucoup d'uranium, puisqu'il est dans le yellow cake, il reste beaucoup de radium, d'où l'analyse avec les 240 000 becquerels par kilo en radium. Donc ces résidus sont vraiment des matières qui sont très contaminées par les descendants de l'uranium. Et là, vous avez un extrait il y a quelques mois, de France la 5. CLIRAD a recueilli des échantillons en provenance de ces tuyaux contaminés. Lorsqu'on va approcher progressivement cet objet, on voit que déjà, même à quelques dizaines de centimètres, on sent le champ de radiation qu'il émet, et au plus près, au contact, on atteint des niveaux qui sont de l'ordre de 10 fois supérieurs au niveau normal. Et pourtant, on n'a que quelques dizaines de grammes.
Donc vous imaginez que lorsqu'il s'agit de l'ensemble de la tuyauterie contaminée, le champ de radiation est encore plus important. Et ce qui est tout à fait anormal, c'est que les personnes qui vont utiliser ces ferrailles vont recevoir à la fois ce rayonnement gamma invisible mais très puissant qui peut créer des lésions cellulaires et induire des cancers, et qu'en plus ils peuvent, en fonction de ce qu'ils vont faire du tuyau, s'ils le meulent, s'ils le soudent, respirer des poussières radioactives, voire même en ingérer si par exemple le tuyau est utilisé pour de l'arrosage. Donc ça, c'était la parenthèse sur le problème des tuyaux. Alors, dans un premier temps, bon, évidemment, dès qu'on est rentré en France en décembre 2003, on a fait un communiqué de presse pour dénoncer toute une série de choses, dont le problème des ferrailles contaminées. Et Areva a immédiatement réagi par son propre communiqué en disant en substance qu'il n'y avait pas de problème, que la CLIRAD était un organisme pas sérieux, dont Areva avait bien l'habitude, et qu'en gros, il n'y avait rien à dire. Et puis finalement, sans trop le dire, Areva a fait faire des expertises par un organisme officiel qui est l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, un organisme d'État qui a vu exactement la même chose, puisqu'on ne les a pas inventées, ces ferrailles, et qui a quand même timidement recommandé que Areva fasse quelques progrès pour mieux, disons, surveiller ces ferrailles, pas laisser sortir des matières aussi contaminées. Et Al-Mustafa Al-Hassen continue, avec les petits compteurs qu'on lui a laissés, à découvrir des ferrailles ou des plastiques contaminés dans les rues, parce que ce que nous avions demandé en décembre 2003, c'est qu'Areva lance un grand programme systématique de vérification des ferrailles et d'indemnisation des gens qui les ont achetées ou qui les ont, parce que c'est sûr que dans ces pays, les gens ne vont pas forcément rendre une ferraille même si elle est contaminée, si elle a une certaine valeur. Donc ce qu'on voudrait, c'est qu'Areva lance vraiment un programme de dépistage et de remboursement de grande ampleur. Donc deuxième type de problème qui nous a choqués, c'est le problème de l'eau. C'est-à-dire qu'on est en plein désert, donc on est dans une zone où il n'y a pas d'eau, ce sont uniquement des nappes fossiles, et évidemment, pour le fonctionnement des usines, les compagnies, mais également pour donner de l'eau à la population, les compagnies puisent l'eau dans une nappe fossile. Donc vous avez ici sur cette image par exemple un des puits. Donc Areva, enfin les deux filiales Sommeil et Cominac exploitent plusieurs dizaines de puits qui permettent de repomper les eaux de la nappe phréatique. Donc vous avez ici le puits dit 2002, on a analysé l'eau de ce puits, on en a ramené en France, et il est contaminé par de l'uranium et du radium à un taux qui dépasse les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc l'ensemble de la nappe qui est à 150 mètres de profondeur a déjà été pompé à hauteur de, selon Areva, 275 millions de mètres cubes entre 1969 et 2004, 40% pour les usines et 60% pour l'eau potable. L'eau potable qui n'est pas donnée à tout le monde, hein. Il y a des gens qui encore, l'année dernière, à Arlit, manquaient d'eau, parce que l'eau n'est pas distribuée forcément à tous gratuitement. Pour vous donner une idée, en 2004, la Somaïr a manipulé 10 millions de tonnes de roches. Donc vous imaginez bien que ce soit par mine à ciel ouvert ou par galerie souterraine, brasser toutes ces roches radioactives, ça va faciliter la contamination des eaux souterraines par les poussières, par le ruissellement, parce qu'il y a quand même à certains moments des pluies. Et donc il ne faut pas s'étonner de constater une contamination des eaux. Donc on a fait des mesures entre 2003 et 2005. Pour les eaux de la zone urbaine, contamination en éléments radioactifs émetteurs alpha 10 fois supérieure aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, et en zone industrielle, mais eau qui est donnée aux travailleurs, hein, donc qui est bu, contamination 100 fois supérieure aux normes de l'OMS. Donc ce qui est risible, c'est que dans tous ces dossiers de presse depuis 2003, et c'est encore vrai dans le dossier de 2008, Areva écrit « Les analyses bactériologiques, radiologiques et chimiques montrent l'absence de contamination ». C'est-à-dire que le discours n'a pas changé. Pour Areva, il n'y a pas de contamination de l'eau, alors que nous l'avons démontré. L'expertise qu'Areva a payée à l'IRSN, je vous en montre ici un extrait, l'a également montré. Ce sont les chiffres de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Pour les captages d'eau de Cominac, par exemple, concentration en uranium, je vais vous parler en microgrammes par litre,
183. La norme de potabilité, c'est 15. On est à 183. Ici, pour la Somaïr, le puits 214, le puits 2002, par rapport à une norme de 15, on est à 66, à 40, à 156. Je ne vous parle pas des autres éléments comme le radium. Ces eaux sont contaminées. Et on ne comprend pas comment Areva peut continuer à l'affirmer, alors que nous l'avons démontré, que l'IRSN l'a démontré, que d'autres labos l'ont démontré, peut continuer à affirmer que les eaux ne sont pas contaminées. Et ça, vous avez, pour bien vous montrer que c'est exact, le site internet Kojima Areva du 23 décembre 2003, où Areva écrit « Les contrôles radiologiques montrent l'absence de contamination ». Et où, plutôt que de répondre sur des faits, c'est de l'attaque de bas étage, puisque ce communiqué d'Areva se finissait par « Les manières de faire de la CRIRAD sont loin de respecter les critères qui visent à garantir l'impartialité, la qualité et la transparence d'une telle étude radioécologique. C'est d'autant plus, comment dire, mesquin d'écrire ça, qu'on a fait plusieurs expertises contradictoires en France avec des gens d'Areva en face, sur des mines en Limousin, sur des mines dans l'Or-Atlantique, et qu'ils savent très bien que quand on dit qu'il y a une contamination, elle existe, puisqu'on fait parfois, ça n'a pas été le cas là, mais parfois des mesures contradictoires. Problème donc important, c'est le problème de l'eau, très important, parce qu'à la fois on est dans le désert, donc épuisement des ressources, et parce qu'il y a une contamination de l'eau. Autre type de problème, l'air, avec deux volets, les poussières radioactives, vous l'avez vu tout à l'heure, qui dit uranium, dit radium, polonium, donc toute une série de métaux lourds radioactifs dans les poussières, et vous vous souvenez que le radium crée un gaz radioactif, le radon. Ça veut dire que si dans le sol vous avez de l'uranium, donc du radium, il y a forcément un gaz radioactif, le radon, qui s'échappe dans l'atmosphère, et que vous allez respirer, et qui va se désintégrer en donnant du plomb et du bismuth 210, et du polonium 210, qui sont à période plus longue, et qui se déposent sur la végétation et les sols. Donc vous êtes contaminé par inhalation du gaz, et par ingestion des métaux lourds radioactifs que ce gaz crée dans l'air et qui se retrouvent ensuite dans votre environnement. Alors vous êtes contaminé pour plusieurs raisons. Une des raisons très importantes, c'est que pour que les mineurs dans les galeries souterraines en respirent un peu moins ce radon, il y a des ventilateurs puissants qui brassent, qui injectent de l'air frais dans la galerie et qui le ressortent par ces ventilateurs, ces cheminées. Donc des ventilateurs comme ça, il y en a des dizaines en plein désert. Et ces cheminées crachent un gaz invisible, qui est justement ce radon, à des taux, alors pour ceux à qui les becquerels parlent, de 3000 chiffres officiels Areva, 3000 à 18 000 becquerels par mètre cube en sortie de bouche d'aérage, sachant qu'on a de la végétation autour, donc qui va recueillir le polonium et le plomb qui se déposent ensuite, et qu'on a des gens qui vivent autour de ces bouches d'aération. Alors ce qui est encore une fois choquant au niveau de la communication, c'est que les propres contrôles d'Areva montrent que justement les gens qui vivent à Akokan, pas très loin de ces bouches d'aération, reçoivent des doses annuelles qui dépassent la limite sanitaire de 1 millisievert par an, alors que dans le même temps, la communication officielle qu'on reçoit en France d'Areva, c'est de nous dire que les limites sanitaires ne sont pas dépassées. Donc c'est exactement le même problème de communication biaisée que l'on a rencontré avec l'eau. Il y a du radon, il y a aussi des poussières radioactives. Cet tas de minerais radioactifs qui est à l'air libre, ce minerai il peut contenir 50 000 becquerels par kilo en uranium, en radium, etc. Le vent du désert, qui est très puissant dans ces régions, vous savez mieux que moi, va disperser ces poussières radioactives du minerai, mais aussi de toutes les étapes du process industriel, en particulier aussi des résidus. Puisque, on l'a vu un peu dans le... Non, on l'a pas vu dans le film. Je le ferai juste après. Vous l'avez compris, hein, le minerai d'uranium, c'est de la roche, c'est du caillou. Donc, 1, il y a la mine, il faut le remonter à la surface. 2, il faut le broyer. 3, l'attaque à l'acide dans les usines. Et ce qui sort de l'usine, c'est cette boue radioactive qu'on appelle le résidu. Donc, vous le voyez sur cette image, cette colline de déchets radioactifs, en fait, qu'on voit au loin, on l'a prise au téléobjectif. C'est une des verses à résidus en l'occurrence de la Cominac.
Alors ce sont vraiment des verses gigantesques. Celle de Cominac, c'est 50 hectares de surface, 10 millions de tonnes de ces résidus radioactifs qui ont une radioactivité qui dépasse 500 000 becquerels par kilo. Pour ceux à qui ça parle, c'est vraiment des déchets radioactifs, en plus à vie longue, puisque la période de l'uranium qu'il reste encore dedans, c'est 4 milliards d'années, et celle de certains de ses descendants, c'est 70 000 ans pour le thorium-230. Donc ces usines produisent des tonnages très importants de résidus radioactifs. Cominac 10 millions de tonnes, Somaïr 15 millions de tonnes, plus des résidus de lixiviation statique 12 millions de tonnes. Il y a plus de 30 millions, largement 35 millions de tonnes de résidus radioactifs à vie longue au Niger, et ça continue. Alors nous avons un problème similaire en France. On a plus de 50 millions de tonnes de résidus radioactifs en France, dont personne ne sait quoi faire, puisque ce sont des éléments radioactifs à tonnage énorme et à période très longue. Donc il n'y a pas pour l'instant de solution de stockage. Au moins en France, je dirais au moins, ils sont dans des carrières recouvertes, je prends l'exemple du Limousin, recouvertes d'un peu d'argile et de roche. Là, c'est carrément à l'air libre. Donc il y a un problème d'envol de ces poussières et un problème d'émanation de radon. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres, les rapports officiels, mais qui sont pas vraiment, qui sont publics, mais que personne ne trouve, pour agrandir son gisement, Cominac a fait une étude d'impact. Qu'est-ce qu'on lit dans cette étude d'impact? Le taux de mortalité lié à des infections respiratoires aiguës serait de 16% à Arlit contre 10% à Galès et 8% au niveau national. L'étude officielle d'Areva précise « Les vents de sable et les rejets atmosphériques des usines minières pourraient être des facteurs aggravants sur le plan pulmonaire. » Bon, vous allez me dire, ça paraît évident, évidemment, ça paraît évident. C'est déjà une chose positive qu'ils osent supputer que peut-être toutes ces poussières radioactives, ça pourrait éventuellement avoir un effet négatif sur la santé. Et pourtant, donc, Areva continue aujourd'hui à entreposer ces minerais à l'air libre, à entreposer ces résidus à l'air libre et à disperser des poussières radioactives. D'ailleurs, leur propre plan de surveillance, qui consiste à analyser la couche supérieure du sol selon des radiales autour de leurs usines, leurs mesures montrent évidemment que dans la couche superficielle du sol, il y a plus de poussières radioactives quand on se rapproche de leurs installations, et c'est évident. Alors par rapport à ça, encore une fois, le discours d'Areva officiel, le discours que vous recevez en tant que public n'est pas du tout celui-là. On va le montrer avec un extrait du film de France 5, c'est celui-là. Un des rares Touaregs à parler librement des mines à Arlit s'appelle Al-Mustafa Alassane. Employé d'Areva, il est chargé de la radioprotection à la Somaïr. Avec d'autres salariés des mines, il a créé une petite ONG pour défendre l'environnement et la santé des habitants. Toutes ces montagnes que vous voyez ici, ça a été créé par Somaïr. Donc la première mine, la seconde mine, la troisième carrière plutôt, ainsi de suite jusqu'à Kaza. Et les tables là que vous voyez ici, c'est des tables de stérile en fait radioactifs, les déchets après traitement. Mais sinon, le reste des montagnes là, c'est des stériles des couvertures, donc ça n'est pas tellement, ça c'est pas radioactif. Et malheureusement, toutes ces montagnes, c'est tout ce que les 100 000 tonnes d'uranium nous ont laissé ici. Extraire de l'uranium, cela consiste à concasser d'énormes quantités de pierre. Elle est traitée à l'acide sulfurique, puis avec de l'eau tirée des nappes phréatiques locales. La partie exploitable, c'est de l'uranate, plus connu sous le nom de yellow cake, le gâteau jaune. Il est enfermé dans ces bidons bleus. C'est sous cette forme qu'il arrivera en Europe. Le reste s'entasse en d'immenses collines, des millions de tonnes laissées à côté des mines. Areva exploiterait-elle depuis 40 ans ces mines au Niger en disséminant des poussières radioactives. Son porte-parole pour l'activité minière s'appelle Yves Dufour. Il est géologue de formation et va souvent sur place. Lorsqu'on est en plein désert, la façon la plus correcte, la plus rationnelle pour stocker ces résidus minerais, c'est à l'air libre. Il se trouve que ces résidus minerais, lorsqu'ils sortent de l'usine de traitement,
sont très humides, assez liquides. Et lorsqu'on a un produit liquide et humide, il ne s'envole pas au vent. Il sèche très vite. Et il suffit de se marcher sur ces résidus. Je l'ai fait, je vais marcher sur les résidus miniers pour voir qu'il y a une croûte épaisse qui se forme au séchage très rapidement. Ce qui fait que les poussières radioactives ne partent pas de cet tas de résidus. Alors, il ne suffit pas de le dire, il suffit de le vérifier. Alors, on l'a vérifié, nous. Le Niger le vérifie, et on l'a fait vérifier tout récemment par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est un organisme indépendant, un très gros organisme scientifique dont la réputation internationale n'est plus à démontrer, et qui a montré que ces mesures d'environnement respectaient les standards internationaux. Alors, ce sera vraiment intéressant de lancer des chercheurs sur le décryptage de la communication d'Areva. C'est toujours à la limite entre quelque chose qui... C'est jamais complètement un mensonge absolu, c'est du demi-mot, c'est du mensonge. Ça revient à dire aux gens quelque chose qui est faux, mais sans forcément aller jusqu'au mensonge complet. Donc par exemple, dans ce que disait monsieur Dufour d'Areva, évidemment que les tas de résidus peuvent conduire à une dispersion de poussière radioactive d'une part et à une contamination des eaux, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il pleut parfois violemment au Niger. Et donc la pluie va entraîner aussi la fraction superficielle de ces résidus radioactifs. En tout cas, les propres mesures d'Areva, comme je vous le disais, montrent une contamination des sols par ces micro-poussières, et le rapport de l'IRSN auquel fait allusion M. Dufour constate lui aussi, par des prélèvements de sol, la présence de ces poussières radioactives. Par contre, en ce qui concerne l'impact sur la santé, l'IRSN note qu'il n'a pas pu faire de mesure de la radioactivité de la poussière dans l'air. Ce qui fait que, pour calculer l'impact sanitaire des activités, l'IRSN n'utilise pas la question de la poussière. Pourtant, rien qu'avec la question du radon, sans les poussières, déjà, il y a dépassement des limites sanitaires pour un certain nombre de groupes de population. Peut-être si une précision, parce que ça c'est important, dans le film, Al-Mustafa Al-Hassen a employé le mot stérile pour désigner deux choses qui sont complètement différentes, mais ça c'est normal dans le langage des spécialistes d'Areva. Les stériles, je préférais qu'on emploie le mot stérile pour les cailloux qui sortent de la mine, et le mot résidu pour les bouts radioactifs qui sortent de l'usine. Alors que dans le monde industriel, ils emploient le mot stérile pour ces deux choses qui sont complètement différentes. Donc en ce qui concerne les vrais stériles, c'est-à-dire les cailloux qui sortent de la mine, si les cailloux qui sortent de la mine ne sont pas très radioactifs, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'uranium, ça ne vaut donc pas le coup de les envoyer à l'usine. Par contre, leur radioactivité peut être 10, 20, 30 fois supérieure à la normale. Mais ils sont appelés des stériles, parce que ça ne vaut pas le coup de les envoyer à l'usine. Ces stériles qui sont des cailloux sont parfois réutilisés, et c'est le cas ici. On a monté une deuxième mission en 2007 avec des stagiaires de l'Institut de géographie alpine de Grenoble. Bravo Grenoble. Donc Cécile Chamberlain et Mélodie Roche sont allées au Niger en 2007, elles ont passé 3 mois. Elles ont été accueillies par Guélinman avec du matériel qu'on leur a prêté, en l'occurrence un scintilliomètre DG5 Novelec fabriqué à Mélan, bravo Grenoble, et elles ont montré la contamination devant l'hôpital. Je ne sais pas si vous avez arrivé à lire ici le panneau, c'est le panneau de l'hôpital de la Cominac à Cocan. Eh bien, devant l'hôpital, la piste, la route quoi, est contaminée, avec un niveau de radiation contact de 19 000 coups par seconde, c'est-à-dire 100 fois le niveau naturel. Donc quand on a eu ces éléments, on a écrit à Madame Lauvergeon, présidente d'Areva, donc vous le voyez en mai 2007, dès qu'on a eu les éléments, en l'informant de la situation et en lui demandant 3 choses. 1, d'enlever son délai, évidemment, ces déchets radioactifs. 2, d'identifier les causes qui font qu'on trouve des déchets radioactifs dans les rues. Et 3, de faire une cartographie complète de la radioactivité dans la région. Elle ne nous a jamais répondu. Donc là encore, double discours de transparence. Areva est transparent. Et puis quand on teste la transparence, c'est-à-dire qu'on écrit, je sais qu'elle a eu la lettre, puisque c'était avec accusé de réception, nous n'avons jamais eu aucune réponse. On a simplement su, par Al-Mustafa Al-Hassen, que, à peu près 1 an après, effectivement, les remblais radioactifs ont été enlevés. Et c'est pour vous montrer à quel point il faut toujours aller surveiller, aller faire des mesures, aller contrôler. Et ça, c'est quelque chose qui est épuisant et qui est très difficile à mener, évidemment, quand ça se passe au Niger. Bon, pour pas vous, je vais arrêter là. Je pourrais vous donner d'autres exemples sur des contaminations liées au transport de l'uranate, par exemple. Juste pour rire, entre guillemets,
la question du discours aussi sur nucléaire et égale pas d'effet de serre. Alors c'est particulièrement, comment dire, un raccourci de dire ça quand on parle de l'extraction de l'uranium, en particulier au Niger, parce que sachez que pour faire tourner les mines d'uranium de Somaïr et Cominac, il faut de l'électricité, que cette électricité vient d'une centrale thermique au charbon, qui est alimentée par une mine de charbon, qui est à 180 km au sud d'Arlit, c'est la mine de la Sonichar. Et vous avez ici la photo de la centrale thermique, et sans être des spécialistes, et je ne suis pas spécialiste en chimie, mais vu la couleur du panache et du... Je ne sais pas si vous voyez la couleur du sol ici, là. Le sol, il est noir. Vous imaginez le niveau de pollution de cette centrale thermique. Donc nous dire que le nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre, c'est vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, encore une fois, quand on regarde les rapports en détail, on voit que pour le cas de Cominac, si on prend la consommation, donc charbon, plus la consommation diesel, puisque tous ces engins, ils ne fonctionnent pas à l'énergie solaire, hein, tous les engins dans les mines, c'est une tonne d'uranium égale une dizaine de tonnes d'équivalent pétrole pour la Cominac, qui a l'uranium le plus concentré. Pour la Somaïr, vu que son uranium est un peu plus pauvre, ça doit être encore plus défavorable. Et puis autre chose qu'il faut toujours penser quand on parle mine, c'est la pollution chimique. Pour faire fonctionner par exemple la mine de Cominac, vous avez 11 000 tonnes de soufre pour faire l'acide sulfurique qui sert à extraire l'uranium. Vous avez du ciment par exemple, 5 000 tonnes, et vous avez toutes les substances qui sont décrites ici. Il faut penser évidemment aux explosifs, 300 tonnes. Donc outre la pollution radioactive à laquelle nous on s'est intéressé, il faudrait évidemment s'intéresser aussi à la pollution de nature chimique. Une chose qui nous a choqué aussi, toujours dans ce double discours, c'est d'un côté un discours d'Areva sur la protection de l'environnement, et puis de l'autre, ce sont les faubourgs des deux villes d'Arlit et Akokan, les ordures qui sont collectées dans les cités minières sont balancées en périphérie, comme ça, même le sol. Et puis donc une vraie inquiétude maintenant pour l'avenir, je pense que vous allez en reparler, c'est le projet Imouraren. Il faut savoir que donc actuellement, et c'est signé depuis janvier 2009 entre Anne Lauvergeon et le gouvernement, le président du Niger, Areva a eu la concession pour exploiter un nouveau gisement immense, Imouraren. On a dénoncé le fait que déjà, rien que faire les forages pour dimensionner la quantité d'uranium, rien que forer, ça pollue déjà, puisque les foreurs laissent ensuite à la surface ces petits tas de boue, c'est la boue qui sort de la foreuse, la lubrification de la foreuse utilise beaucoup d'eau, et les contrôles qu'ont fait Cécile Chamberlain et Mélodie Roche en 2007 ont montré que certains de ces tas de boue évidemment étaient radioactifs, puisqu'ils vont traverser les filons d'uranium. Autrement dit, rien que déjà prospecter, ça pollue, sachant que Areva indique avoir déjà et continuer à faire à peu près 100 km de forage par an pour vraiment bien cerner l'immensité de ce gisement d'Imouraren qui pour l'exploiter nécessitera selon Areva de sortir 4 milliards de tonnes de roches en tout sur la vie du gisement, un site industriel qui fera 200 km² et un gisement d'uranium qui a une surface de 8 km sur 2,5 km. Compte tenu de ce qu'on a déjà vu sur Arlit et Akokan, imaginez qu'ils vont faire la même chose à Imouraren, c'est vraiment quelque chose qui est très, très inquiétant. Et nous, ce qu'on attend, c'est qu'évidemment, on ne puisse pas autoriser l'exploitation de nouveaux gisements sans avoir répondu à toutes les questions qu'on a posées, c'est-à-dire comment protéger les nappes phréatiques, comment stocker les résidus radioactifs, comment surveiller la santé des personnes, les soigner pendant des décennies. Il ne suffit pas de construire des hôpitaux maintenant. Il faut penser que les gens, les pics de maladie, c'est plusieurs décennies après l'exposition aux faibles doses de radiation. Donc toutes ces questions, évidemment, pour l'instant, n'ont pas de réponse satisfaisante. Et c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup, d'autant que, vous le voyez sur ce document, qui est extrait d'un ouvrage fait par un collectif qui s'appelle Chinagen. Vous avez ici la région, alors je vais vous montrer avec la souris, Agadez ici, et Arlit ici. Vous voyez que toute la zone entre Agadez et Arlit est en train d'être autorisée à la prospection par le gouvernement du Niger, qui a accordé depuis 2006 plus d'une centaine de permis de prospection d'uranium à des compagnies chinoises, canadiennes, indiennes, sud-africaines, anglo-australiennes. Donc là, disons qu'avec Areva, il est légitime d'avoir des inquiétudes, mais si en plus, et on a déjà des éléments pour le dire,
ce sont des compagnies de culture chinoise, par exemple, ça va être encore plus délicat pour les populations qui sont, dans certains endroits, carrément éjectées. Hein. C'est-à-dire que les compagnies viennent forer, les nomades, on leur demande d'aller voir plus loin, et puis voilà. Donc il y a vraiment une situation là qui, je pense qu'on peut dire catastrophique en puissance, et il faut vraiment qu'on se mobilise. Donc aidez-nous, nous, CRIRAD, mais aidez-nous surtout à aider Aguelinman. Notre objectif pour arriver à avancer un petit peu sur ce dossier, c'est d'aider Aguelinman, c'est-à-dire d'aider cette ONG locale, parce que ce sont des gens compétents, implantés, qui ont la confiance de la population, qui font un vrai travail. Ils l'ont montré, hein. C'est grâce à eux qu'on a réussi à conduire cette mission et à montrer un certain nombre de choses et à obtenir de toutes petites améliorations. On sait que les puits les plus contaminés ont été condamnés. Vous allez me dire, c'est pas génial, ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait pas de contamination, mais au moins déjà, que l'eau la plus contaminée ne soit pas distribuée aux gens, c'est déjà positif. On sait par exemple que Areva a fait des efforts pour que les ferrailles contaminées ne sortent plus. Donc c'est déjà un point positif. Donc ce sont des petites choses, mais c'est mieux que rien. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Bruno. Je vous propose juste avant de passer le micro à la salle pour les questions, que Lalo dise justement quelques mots sur ces années 2000 un peu mouvementées là, et ces dernières négociations qu'il y a eu entre Areva et l'État nigérien. Je voulais dire, donc Areva, justement, avec ce contrat du siècle, justement, comme vous l'avez démontré Bruno, donc il s'agissait de faire du Niger le deuxième producteur mondial d'uranium. Et de plus en plus, Areva va se fournir en plus de 50 à 60% de l'uranium nigérien. Donc tout le potentiel d'Areva sera constitué à 50-60% de l'uranium nigérien, avec justement l'ouverture vers 2014 de cette mine gigantesque qui est donc Imuraren, comme on vous l'a montré. C'est un investissement de plus de 1 milliard d'euros. Qui va créer à peu près un emploi induit, à peu près 2400 emplois dans cette région-là. Et ce qui a été décevant justement lors de la ratification de ce contrat en janvier 2009, c'est tout simplement le fait que le Niger n'a pas eu en fait la part qu'il voulait. Au départ, c'était 40% que le Niger voulait dans cette future mine d'Imuraren. Et finalement, le Niger va se contenter de 33,65%. 33,65%. Donc, comme les autres sociétés, la Somaïre et la Cominac, qui est à peu près de 34-31%. Et là, Imuraren, ça sera donc 33,65%. Et bien sûr, toutes les précautions justement n'ont pas été prises. Et justement, Bruno avait montré toutes les implications sur le plan environnemental de l'uranium, la pollution aérienne, la pollution hydrique, etc. Et là-dessus, c'est que l'enquête d'utilité publique, qui normalement avait été autorisée par le gouvernement nigérien, n'a pas été faite, cette enquête-là n'a pas été faite de manière assez régulière. C'est-à-dire que juste en une semaine, on a rassemblé des gens de cette région d'Imuraren, des maires de communes, etc. Et Areva leur a donné 1500 pages à lire. Donc en 2-3 jours, avant la réunion, justement, qui devait mettre en place, dire que l'enquête a été faite, en fait. Donc, l'étude d'impact, au fond, n'a pas été comprise par la population. Et déjà, s'ils pouvaient comprendre, parce que ce sont des mots assez techniques, donc qui pouvaient comprendre ça. Et les maires de communes ont dit à cette occasion-là, si à la limite nous avons eu un délai d'1 mois, nous pouvions, quand on rassemblait les gens, essayer d'expliquer à la population, justement, Aguelinman, s'il pouvait être justement de cette entreprise-là.
mais Areva a tout simplement un peu court-circuité cette société civile-là. Elle a court-circuité un peu ce que j'allais dire, un peu la société civile, oui, bien sûr, mais l'État aussi. Parce que Areva était tenu quand même de donner longtemps à l'avance cette étude d'impact, ce qu'elle n'a pas fait. Pour eux, de toute façon, ça va être signé. Nous allons donc investir 1 milliard d'euros et le reste ne compte pas. Donc toutes les études d'impact ne comptent pas pour eux. On a vu le précédent quand même d'Arlit. Arlit et Apocor, on l'a vu donc à Arlit pour les 2000. Et pour la société civile, il ne fallait pas répéter les mêmes erreurs. Et à mon avis, c'est ce qui est en train de se passer avec Imoral. Lorsque cette gigantesque mine, justement, sera fonctionnelle d'ici 2-3 ans. Et c'est toute la déception, justement, de la société civile donc, au Niger qui n'a pas voulu, quand même, qui n'a pas voulu un peu avaliser cette arnaque, une fois de plus. On l'avait fait dans les années 70 avec la SOMEX, dans les années 70 avec la communale, mais maintenant que quand même les esprits sont de plus en plus assez ouverts, il y a la démocratie quand même au Niger, même si elle est un peu de fait, mais il y a quand même une liberté d'expression. Les gens peuvent s'exprimer. Et cette société civile-là, justement, devait s'exprimer, c'est qu'elle n'a pas, justement, ici, l'occasion de le faire. Et justement, donc, en parlant un peu de la rébellion, peut-être qu'on répondra aux questions juste avec les questions qui s'en suivront, parce que ça va être long un peu de développer toute cette approche-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même, je peux le dire et je peux l'affirmer, qu'il y a une implication quand même entre Areva et une certaine rébellion au Niger, donc dans le but quand même de déstabiliser une partie de ce pays-là, ou ce pays-là carrément. Parce qu'on sait que Areva est en train de faire profil bas avec l'arrivée massive des Chinois, puisque les 3 quarts pratiquement des permis, enfin des permis d'exploitation sont détenus par les Chinois. Et eux, ils sont plus pragmatiques. Hein. Ils vous font un pont là, ils vous font un stade enfin par là. La politique chinoise, elle est comme ça, elle est de cette manière-là. Mais elle est encore pire que celle d'Areva. Il faut le dire, il faut le comprendre. Et quand je disais justement qu'il y a une certaine implication justement d'Areva avec une certaine déstabilisation, parce que si nous, donc pour Areva, si nous n'arrivons pas justement à avoir suffisamment de permis, ben, nous allons mettre un peu la bagaille et on verra ce qu'on verra. Et dans ce sens-là, justement depuis février 2007, il y a une rébellion armée des Touaregs qui sévit au nord du pays. Et cette rébellion-là, justement, elle a une plateforme quand même assez noble. Hein. Beaucoup de choses quand même sont dites dans cette plateforme, dans cette charte-là. Et moi, je peux dire à titre personnel que je peux quand même, je comprends donc, la rébellion. Parce que comment voulez-vous que toutes ces sociétés donc, qui vont s'implanter et qui vont chasser justement tous les nomades, donc les Touaregs qui habitent par là, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une révolte? Et là, je comprends tout à fait. Mais ce qui m'ennuie un peu donc, avec cette nouvelle rébellion, c'est qu'elle n'était pas spontanée. Elle a été quand même assez téléguidée. Et ça, on le comprend assez aisément. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il faut dire que le MNJ, c'est comme ça qu'elle s'appelle cette rébellion-là, le mouvement des Nigériens pour la justice, à un moment qui a été taxé de Touareg, tout simplement, mais eux, ils se veulent mouvement de tous les Nigériens, toutes les ethnies, comme on dit, sont dans ce mouvement-là. Mais dans la charte et dans les écrits, aussi dans les déclarations du MNJ, donc toutes les sociétés doivent partir, sauf Areva. Ça, c'est dans tous les écrits, dans toutes les déclarations donc, de ce mouvement-là, de ce mouvement des Nigériens pour la justice. Voilà, toutes les sociétés partent, les Chinois, écoutez, vous n'êtes pas chez vous, etc. Il faut que vous partiez. Mais sauf Areva. Donc, Areva n'a jamais été inquiétée. Sauf une fois où elle a été inquiétée, justement,
Areva parce qu'on lui a volé justement on lui a volé les 4x4 à Imouraren justement. Et Areva justement avait financé un peu sa garde, enfin sa sécurité avec des agents même de la gendarmerie, des forces, ce qu'on appelle les forces, les FNI, donc les forces nationales d'intervention et de sécurité, ce sont les gardes républicains, quoi, tout simplement. Et à un garde républicain, justement, il a été donné à peu près la somme de 70 millions de francs CFA, ce qui fait dans les 80 000 euros à peu près, pour assurer la sécurité sur place, donc des sites d'Imouraren. Et une fois l'argent justement versé dans son compte, notre garde républicain, il a pris la poule d'escampette. Voilà, il est allé justement dans le maquis, aller rejoindre justement cette rébellion-là. Donc il savait pertinemment, et Areva savait pertinemment que de toute façon, quand vous avez l'argent, forcément, ils ne vont pas rester. C'est ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle aussi donc, le directeur général d'Areva Niger, qui s'appelle Dominique Pain, a été expulsé du pays. Il faut rappeler aussi que Dominique Pain était l'ancien numéro 2 de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire au moment des événements donc, en Côte d'Ivoire. Et Dominique Pain, c'est lui, pour ceux qui connaissent un peu ces événements-là en Côte d'Ivoire assez douloureux, c'est lui qui avait hébergé Alassane Ouattara à l'époque, lorsque les événements ont commencé. Donc, c'est quelqu'un quand même qui est un peu dans ce qu'on peut appeler la sécurité tout court. Hein. Bon, je ne dirais pas que c'est un agent de service de renseignement, j'en sais absolument rien, je pense que non. Mais dans ce cas-là, il faut dire effectivement que donc Dominique Pain a été expulsé, mais aussi son numéro son représentant aussi de la sécurité militaire, celui qui assure donc la sécurité des mines, qui s'appelle Gilles de Namur, donc qui est militaire, parce qu'il y a toujours des militaires qui sont recyclés à Areva, ça il faut le savoir. Et maintenant, c'est lui qui allait négocier avec Anne Levarjon, justement, donc à Niamey. C'est un amiral à la retraite. Donc tous les militaires à la retraite, justement, se font recycler, comme je vous dis, donc chez Areva. Donc voilà, en ce qui concerne cette rébellion armée, Touareg, qui secoue le pays depuis plus de 2 ans. Et on a du mal, quand même, moi j'ai du mal à comprendre que cette rébellion, justement, qui soi-disant ne bénéficie absolument d'aucun soutien, justement, tienne tête quand même à une armée régulière. Donc, juste 800, 900 hommes, comme ça, qui tiennent tête donc, à toute l'armée nigérienne. Il y a quand même quelque chose dont souvent on ne comprend pas. Donc, il y a aussi l'implication de la Libye. Ça, on ne va pas trop revenir là-dessus, mais la Libye aussi n'est pas étrangère là-dessus. Et lorsqu'on sait aussi le deal qu'entretient à l'heure actuelle Sarkozy avec le colonel Kadhafi pour lui fourguer quelques centrales nucléaires civiles, donc il y a lieu de se demander justement l'implication de la Libye. La Libye a été de tout le temps un peu l'épouvantail du Niger. À tout moment, ce pays a voulu déstabiliser le Niger, déjà dans les années 70-80, avec en enrôlant donc, des Touaregs pour aller lutter avec son comité révolutionnaire, etc., cette armée révolutionnaire. Donc au lieu de rester en Libye, il partait en Afghanistan, etc., etc. Donc voyez-vous là, donc je ne veux pas trop revenir aussi sur la Libye parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire dans les questions. Mais éventuellement, donc, je disais qu'il y avait un deal quand même entre Sarkozy et Kadhafi. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les gens qui le disent. Parce qu'ils veulent fourguer justement ces centrales nucléaires. Et à un certain moment, lorsque Sarkozy nous dit que la France n'a pas besoin économiquement de l'Afrique, et quand on voit, c'est pas moi qui le dis, c'est Sarkozy qui le dit, c'est quand même vérifié. Là-dessus, donc, on peut se demander comment se fait-il que Areva et Anne Levarjon dit elle-même
nous avons besoin du Niger, comme le Niger a besoin de nous. Et le profil bas que fait maintenant Areva, parce qu'on sait avec la concurrence chinoise, etc., on sait que le Areva a perdu peu à peu quand même son monopole dans tout ce qui est exploitation uranifère au Niger. Voilà, donc c'est un peu la question. Merci. Alors, on va attaquer sur le débat et je triche un peu, j'ajoute juste un tout petit complément par rapport à ce qui vient d'être dit sur la négociation au niveau d'Imour à Rennes. Nous, au niveau de survie, il y a un parallèle qu'on trouve assez troublant, c'est que Areva vient de remporter, donc va finir par conclure selon des conditions qui lui sont quand même favorables, cet accord pour Imour à Rennes. Dans le même temps, l'entreprise Bolloré vient de remporter au Congo, Brazzaville, la concession pour le port de Pointe-Noire, qui est un énorme contrat aussi pour Bolloré. Et il se trouve que le prochain voyage de Nicolas Sarkozy, qui a été annoncé normalement pour fin janvier, qui a dû être reporté, qui devrait avoir lieu en février ou en mars, parmi les pays, il y a le Niger et il y a le Congo-Brazzaville. Et c'est deux pays dans lesquels il y a une échéance électorale cette année, et deux pays dans lesquels la société civile s'inquiète de la volonté des chefs d'État en place qui constitutionnellement ne devraient pas pouvoir se représenter. La société civile s'inquiète de leur volonté de contourner cette constitution ou de la modifier. Voilà. Donc c'est quand même un petit parallèle que je voulais vous signaler et vous dire d'être attentif à l'actualité des prochains voyages présidentiels en Afrique. La parole est à vous, qui me fait signe. Juste une question par rapport à ce qui se passe au Niger, de savoir, comme il y a comme pays producteurs, il y a le Niger, le Canada, le Kazakhstan, la Namibie et tout, et c'était les mêmes conditions dans ces autres pays producteurs d'uranium, en termes de problèmes sanitaires, d'exposition à la radioactivité et tout ça. Je ne sais pas, c'est Renaud qui a... Ça fonctionne là directement? D'abord, nous, à la CRIRAD, on essaie de ne parler que de ce qu'on connaît, c'est-à-dire en gros des choses qu'on a pu voir de nos propres yeux ou analyser nous-mêmes. Et comme on a fait des études surtout sur la France et un tout petit peu le Niger, je ne peux pas apporter une réponse générale, si ce n'est que de dire qu'à partir de ce que nous rapportent d'autres structures, les problèmes posés par les mines d'uranium, globalement, sont un peu les mêmes partout. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens que l'uranium n'est pas une substance dangereuse au prétexte qu'elle est naturelle. Et en gros, les mécanismes de contamination sont les mêmes partout. Puisque je vous disais en introduction, on a le même problème en France de dispersion de stériles radioactifs en France, dans la cour d'une école, à la chaux, dans le parking d'un foyer de ski de fond, le parking d'un restaurant, dans la Loire, à Saint-Priest-la-Prude, etc. Donc c'est ces problèmes qu'on a eus en France, alors qu'on est des pays, entre guillemets, soi-disant cultivés, où la population aurait accès à des documents, à la littérature scientifique, on s'est laissé berner d'une certaine manière, et ça continue à se passer à l'étranger. Vous avez sûrement vu dans la presse des articles sur les conditions d'exploitation des mines, par exemple d'uranium en Chine. Vous pouvez trouver des informations sur l'exploitation au Canada, en Australie. En Australie, c'est les mêmes problématiques, assèchement des nappes phréatiques dans le désert, contamination des alentours, etc. Donc, exploiter l'uranium, c'est vraiment quelque chose de très très difficile à faire, de concilier la protection de l'environnement et l'exploitation de l'uranium. Ou alors, il faut faire des investissements colossaux. Et en France, la réglementation, on peut penser que la réglementation en France a été faite pour banaliser la dangerosité de l'uranium. Les montagnes de résidus radioactifs en France, que nous avons 50 millions de tonnes, ne sont pas considérées par la réglementation comme des installations nucléaires de base. Alors que si on calcule la radioactivité qui est dans ces résidus, ils mériteraient d'être considérés comme des installations où il y a une forte radioactivité, c'est-à-dire nucléaire de base. Voilà. Nous avons eu, il y a 3 jours, connaissance du monde, un monsieur qui a passé 12 ans avec les Touaregs. Mais les Touaregs de tous les pays du désert du Sahara. Et il nous a expliqué que véritablement, toutes ces grandes sociétés voulaient leur prendre leur place dans le désert et que c'était l'anéantissement complet des Touaregs du Mali, du Niger et des autres pays. L'anéantissement, je pense que le mot est assez fort. Parce
très souvent certains Touaregs le disent, qu'il y a un génocide qui est en train de se passer donc, au nord Niger, au nord Mali, ce qui est absolument faux. Justement pour vous dire ça, c'est que moi j'ai une ascendance Touareg. Donc j'ai quand même une certaine objectivité quand même à reconnaître les choses. Si vous allez au Niger, les Touaregs sont insérés dans la vie politique du Niger. Il y a des Touaregs qui sont ministres, il y a des Touaregs qui sont directeurs généraux, il y a des Touaregs qui sont présidents des partis politiques. Il y a 2 partis politiques d'essence Touareg, même si j'aime pas un peu singulariser un parti politique. Et là-dessus, je peux vous dire humblement qu'il faut faire souvent gaffe à tout ce qui est intoxication. Parce que on entend de tout et de rien, génocide, crime contre l'humanité. Ce qui est sûr, c'est qu'au nord du Mali et au nord du Niger, il y a un vrai problème Touareg. Au Mali, Ibrahim Agbahanga a pris les armes contre le gouvernement central. Et chez nous, au Niger, Alambo a pris aussi les armes, donc contre son propre pays. Et la réponse du Niger était assez claire à ce moment-là. Si vous avez une charte politique, etc., transformez-vous en parti politique tout simplement. Nous vivons une ère de démocratisation, même si elle est imparfaite. Peu importe. Mais il y a quand même une démocratie dans ce pays-là, au Mali et au Niger. Et ce que je peux vous dire tout simplement, il faut laisser les gens dire, effectivement, qu'il y a génocide, il y a certaines choses quand même qu'on ne peut pas accepter, parce que la réalité n'est pas celle-là. Je ne peux pas nier qu'il y a des crimes liés à la guerre. Il y a beaucoup de civils qui ont été tués dans la zone de combat, c'est vrai. Et ça, s'il faut le faire, une commission d'enquête indépendante pouvait voir le jour, effectivement, enquêter sur ces crimes commis par les armées du Mali et du Niger, c'est sûr. Mais aussi essayer de voir les mines antipersonnelles qui sont disséminées dans toute cette zone-là. Je ne sais même pas comment les exploitations d'uranium vont se passer, parce qu'il y a pas mal de mines antipersonnelles. Ça, il faut le dire et le rappeler. Que ce soit au nord du Mali, que ce soit au nord du Niger. Donc voilà un peu cette problématique liée justement à ces rébellions-là. Je voulais juste demander, est-ce que les membres du gouvernement du Niger savent que l'exploitation de l'uranium est en train de polluer un peu Arlit, et quelle est la marge de manœuvre qu'ils ont pour obliger ou demander à Areva de prendre les mesures nécessaires pour essayer de réduire cette pollution ou de faire ce qu'il faut pour qu'elle ne nuise pas autant à la population en fait. Et la deuxième question, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils négocient les contrats? Est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre au niveau de la négociation des contrats, surtout pour les prix de vente de l'uranium et tout ça? Est-ce que le pouvoir du Niger a une marge de manœuvre sur ces questions-là en fait? Je veux juste ajouter à sa question, est-ce que la population est soutenue, au moins juridiquement, pour condamner cette pollution? Est-ce qu'il y a un moyen, quelqu'un qui tranche? Parce que l'association indépendante fait des mesures, Areva fait des mesures, et après il y a des communiqués de presse contradictoires. Il n'y a personne qui peut trancher juridiquement sur ces... Comme pour l'amiante, il y a des gens qui votent morts à cause de ça. Oui, mais à quel niveau? Au niveau national ou international? À quel niveau? Voilà. Je pourrais répondre à la dernière éventuellement. D'accord.